Nous sommes entourés de mots, et en fait ces mots sont le passage entre notre pensée et ce qu'on essaye de transmettre à nos lecteurs, à nos clients, etc. Et ces mots, en quelque sorte, ils ont une forme. La forme de ces mots, c'est la typographie. Il y a ce monsieur qui écrit que le design, c'est la pensée visuelle, en quelque sorte. Et c'est fabuleux parce que, au sens de la typographie, la pensée, elle n'est pas tangible par définition. Et la tangibilité de la tangibilité de la pensée, c'est la typographie au premier chef qui permet de la visualiser. Lorsqu'on discute de nouvelles idées, en quelque sorte, avant d'établir dans nos métiers graphiques des concepts visuels, etc., les premières choses qu'on va mettre écrire sur un mur sont des mots. Et donc, pour exprimer notre pensée, le meilleur moyen, le meilleur enregistrement qu'on puisse connaître, c'est d'écrire simplement ces choses-là. Et le passage de notre pensée à ces mots, c'est de rendre tangible ce qu'on peut imaginer dans notre tête. Évidemment, dès le départ, les humains, ils ont, on va dire, inventé la voix. On est super balèze, hein, on sait parler à un moment donné, il y a très très longtemps. Mais très vite, on s'est aperçu que la voix n'était pas suffisante. Donc, comme je disais un petit peu auparavant, on a inventé l'écriture. Là, on voit une photo d'Edward Johnston. Edward Johnston, c'est un monsieur du début du siècle dernier qui est connu pour deux choses, le renouveau de la calligraphie et la première typo sur mesure, qui est le Johnston utilisé dans le métro de Londres. Le premier caractère d'identité visuelle qui, plus de 100 ans après, reste présent et qui fait partie de l'identité de la ville de Londres. Donc le meilleur moyen d'enregistrer des contenus, c'est du texte. C'est mieux que tout nouvel outil, iPhone et autres, pour enregistrer et conserver ce texte-là. Évidemment, au départ, ces textes étaient souvent calligraphiés, écrits à la main, sur des murs, sur des parchemins, etc., codex, etc., etc. Mais très vite, il y a toute une bande de gars, ils se sont dit, on va inventer l'imprimerie. Gutenberg et d'autres, on ne sait pas exactement qui, mais on va dire que c'est Gutenberg. Et là, ils ont eu un outil fabuleux, c'est qu'avec la typographie, les scribes, recopier un livre qui fait 500 pages, c'est un travail ardu, ça met beaucoup de temps, et d'un seul coup, avec la typographie, le caractère mobile, on peut enregistrer du texte beaucoup plus facilement et de diffuser ce texte beaucoup plus rapidement que de simplement parler comme ce soir à une autre personne directement, à un groupe, etc. Donc, l'invention du livre, c'est un outil d'enregistrement extraordinaire de notre pensée et qui permet de transporter cette pensée à toute personne sur cette terre. Donc, le caractère typographique, c'est d'une certaine façon le meilleur outil d'enregistrement de la pensée, au-delà de tout le reste. Avec un caractère typographique, on fixe la pensée. Évidemment, dès qu'on parle caractère typographique, on peut penser aux contraintes techniques liées à ce caractère typographique. À l'époque de Gutenberg, c'est des ligatures, un mode d'impression en deux couleurs au départ, il est réduit à une seule couleur parce qu'il n'arrive pas à tout imprimer, redistribuer les caractères mobiles, le fait de les graver, de les fondre, etc. Mais très vite après, quelques siècles plus tard, avec l'imprimerie, avec des sociétés comme Monotype ou Linotype, des outils pour composer avec des claviers des caractères qui vont être après fondus et qui vont permettre de composer des pages de livres, etc. Il y a des contraintes techniques liées à, aujourd'hui, l'affichage écran, l'affichage haute résolution, basse résolution, etc. Et évidemment, quand on s'attarde sur la forme des caractères, c'est souvent dans les conférences, on parle du Bell Centennial, de Matthew Carter, un Américain. Mais moi, je parle de Ladislas Mandel, un Français, qui a également dessiné des caractères pour des designers téléphoniques partout en Europe, en Amérique à la fin de sa vie également, plus performants que ceux de Matthew Carter, vive la France.
La différence avec ceux de Matthew Carter, c'est que ceux de Matthew Carter sont dessinés pour le corps 7. Lui, il les dessine pour le corps 3 à 4. Et ces caractères en corps 3 ou 4 sont plus lisibles que ceux de Matthew Carter en corps 7 et plus économiques. Ce qui est intéressant avec ces caractères, c'est que non seulement il s'intéresse à la problématique technique, donc là ce sont des caractères bitmap, mais à l'époque de la photocomposition, dans les années 70. C'est le début du numérique, on n'est plus en photo, on est en numérique, mais on n'est pas encore en vectoriel, on est avant ça. Donc il peut déplacer chaque point, un peu comme le hinting beaucoup plus tard. Mais l'intérêt de ce caractère-là, de son travail, c'est qu'à chaque fois, non seulement il va résoudre un problème technique, mais il va résoudre un problème culturel. C'est-à-dire que pour chaque pays d'Europe pour lequel il va vendre un caractère, il va adapter son dessin à la culture. La culture, c'est dans un annuaire téléphonique la longueur des noms. Au Portugal, les noms ne sont pas structurés de la même manière qu'en Belgique, en Allemagne, en Italie, en France, en Grande-Bretagne. Donc ça suscite même les adresses, etc., des dessins particuliers, plus ou moins colorés, en fonction du contexte dans lequel il est. Donc évidemment, le travail du designer, ce n'est pas simplement technique, il est aussi sur la sensation, il est sur la culture, il est sur ce qu'on va essayer de faire dire aux formes de caractères, pas juste répondre à un problème technique. Un premier travail que je vous présente, le Parisine, qui date déjà de 1996. Comme tous les caractères qui sont utilisés dans ces grandes villes internationales, qui est Londres, New York, Paris, Berlin, la première chose qu'un touriste, quand il arrive dans cette ville, il arrive dans un aéroport, la signalétique de l'aéroport, il part vite de l'aéroport, sauf s'il neige ou autre, s'il y a des grèves, mais il arrive dans la ville et en général, la première chose qu'il va percevoir dans la ville, c'est le réseau de transport en commun. Certains vont prendre des taxis tous les jours, mais la plupart des touristes sont plutôt dans les transports en commun. Et en gros, quand il va rentrer chez lui, les seules choses qu'il va conserver d'un point de vue touristique, c'est peut-être une tour Eiffel, une statue de la Liberté, ce genre de petites babioles. Et après, les autres éléments qu'il peut rapporter, c'est un mug avec le logo du métro de Londres, le 6 de telle ligne à Paris et autres. Donc le caractère typographique qui fait partie du système de transport en commun de la ville devient en quelque sorte un des éléments culturels de la ville. Ça fait partie de l'identité de la ville qui s'ajoute aux bâtiments publics, etc. Donc là, dans le cas de ce projet, ça c'est la première présentation qui a été faite, une sortie noir et blanc, format A4, dessiné sur Illustrator à l'époque, de quelques mots. J'ai plus de version numérique de cette chose-là. 16 juin 1995, et j'arrive avec ces deux documents. Il y avait marqué Place d'Italie, Bobigny 683, c'est les seules lettres que j'avais dessinées. Et j'avais fait deux versions, sur fond noir, sur fond blanc. J'explique à ces responsables du design de la RATP, Yoka Minagai, qui est toujours là, qu'en fait, avec ce caractère, a priori, il serait plus lisible que l'Helvetica qu'ils avaient commencé à utiliser. Pourquoi ils avaient choisi l'Helvetica? Simplement parce qu'au milieu des années 90, a priori, le seul caractère qui était d'origine dans les ordinateurs, l'Helvetica, et a priori, sans connaître vraiment, il était aussi sur Windows. En fait, il s'appelait l'Arial. Et en fait, ils ont réalisé que l'Helvetica Apple, il n'était pas si terrible, donc ils ont pris le nouveau Helvetica, le nœud Helvetica. Donc là, ils ont dû être amenés à acquérir des licences. Vous imaginez acquérir des licences de caractère au milieu des années 90. Il faut appeler un coursier, il faut lui envoyer un fax, il faut le payer par chèque. Enfin, ça paraît juste super compliqué. Il faut 4 jours pour obtenir la disquette. Est-ce qu'elle va être lisible sur mon Mac ou mon PC? Enfin, on n'a pas terminé le boulot. Et donc, ils se disent, mais on va obtenir, on a besoin d'un caractère typographique. Et leur première question, c'est on a besoin d'un Helvetica pour la ville de Paris, enfin pour la RATP. Je dis, mais non, vous n'allez pas dessiner un Helvetica. D'ailleurs, on ne peut pas dessiner un Helvetica, il appartient à un Linotype, etc. On n'a pas le droit de faire un nouvel Helvetica, c'est l'Helvetica, point barre. Donc, moi, je propose un nouveau caractère. Et c'est donc ce caractère-là. Et pour vendre le caractère, on prend ces deux planches-là, il n'y en avait juste que deux, c'est simple de faire une présentation à l'époque. Il n'y a pas tout un tas de trucs, des moodboards, des trucs animés et autres, juste noir et blanc. Et je place ça dans un couloir, un espèce de couloir comme ça, on éteint les lumières, je mets au fond,
Et je dis aux 2-3 gars qui étaient là dans la présentation, mettez-vous le plus loin possible, Helvetica Parisine, enfin qui ne s'appelait pas Parisine, le premier que vous aurez à lire, c'est le meilleur. Et évidemment, ils sont approchés, puis j'ai vu un sourire, ils regardaient dans la bonne direction, et ils ont été confrontés à la lisibilité par le fait de simplement d'être dans un couloir et de percevoir à distance la forme du caractère. Mais moi, j'étais plus loin, c'est que j'ai mis dans ces caractères des choses qui me paraissaient nécessaires pour Paris. Évidemment, on ne va pas voir la Tour Eiffel, etc., mais quelque chose d'un peu plus sympathique que l'Helvetica, moins industriel, un peu plus rond, plus ouvert et autres. Et sans être non plus exagéré dans les formes et tout, parce que très vite, j'étais confronté au problème que ce caractère allait être utilisé par 6 millions de passagers chaque jour à la station Châtelet et que j'espérais que dans quelques années, il serait encore là. Il est encore là, tant mieux. Et en fait, les formes, elles se devaient d'être assez simples, mais sympathiques, car on connaît toujours cette phrase métro, boulot, dodo. A priori, le métro, c'est significatif de quelque chose qui n'est pas forcément la chose la plus amusante. Donc le caractère est utilisé un peu partout. Au départ, il était pour la signalétique. Après, il a commencé à être installé sur les bus. Un peu plus tard, ça c'est il n'y a pas très longtemps, des nouveaux systèmes d'affichage LED sont apparus sur les girouettes des bus. C'est comme ça qu'ils appellent ça, cette chose-là qui est devant les bus. Il y a des girouettes sur tous les bus, les cars un peu partout dans le monde, c'est fabuleux, on peut changer le texte. Le problème, c'est que les designers n'ont pas la main sur ces choses-là, ce sont des ingénieurs. Les ingénieurs sont très bons pour faire des LED, mais pour faire des caractères... parce qu'effectivement, ils mettent les caractères en très gros. Mais alors, un caractère aussi gros que ça, a priori, à part écrire gare, il y a quand même pas mal de gares à Paris, ou alors porte. En plus, le bus se balade, alors le bus avance, le texte bouge, et en gros, on a 50% de chance de voir que le mot gare. Avec une approche, vous voyez, c'est super serré. Donc, c'est très grand. Et là, il a fallu convaincre toute l'équipe de l'accessibilité que leur règle d'accessibilité ne fonctionnait pas. Parce qu'il dit, ouais, il faut que ce soit écrit une certaine taille, sinon on ne va pas le voir. Je dis, mais attendez, si c'est écrit aussi grand, vous en mettez moins, donc le texte défile, et plus il défile, moins vous arrivez à lire. Donc il faut réduire la taille. Vous connaissez le logo Bigger, on est confronté à ça avec certains clients, faites les choses plus grosses, mais là en l'occurrence, il faut les réduire, donc il faut convaincre les gens de l'accessibilité que écrire plus petit, ça va être plus visible, surtout le texte va être fixe. Et s'il est fixe, il est plus lisible. Donc le nouveau caractère, c'est celui-là. Alors pour présenter cette chose, c'était un peu compliqué. Dans l'Illustrator à nouveau, on imite le LED sans l'avoir. Si on n'a pas accès à cette machine qui est à peu près comme un moteur de frigo, une machine qui fait du display de LED, hein, c'est même pas Windows, c'est même pas Mac, c'est rien du tout. Et donc ce moteur de frigo pour afficher ces trucs-là, il y a un format particulier, date d'il y a 30 ans. Et donc le meilleur moyen, c'est d'essayer de reproduire ça avec des pastilles dans Illustrator. Mais ces pastilles, quand on fabrique la fonte, on fabrique une fonte bitmap. Et quand elle s'affiche en LED et ça donne ça. Et quand elle bouge, quand c'est le jour, quand c'est la nuit, ça change complètement. Elle va être plus ou moins grasse, plus ou moins épaisse, etc. Et ça ne marche pas forcément. Donc au bout d'un moment, on finit par avoir plein de réunions et décider que sur place, dans les ateliers, une forme fonctionne. Et là, on finit par faire des tests avec des usagers, les usagers de la RATP qui sont là. Et ils vont décider, moi j'ai dit, il faut qu'ils décident un truc, mais le moins de choses possible. La seule chose qu'ils ont décidé, c'est de mettre les textes centrés au lieu de les avoir en fer à gauche par rapport au numéro. Donc on s'est un peu planté, mais l'utilisateur est important. Pas toujours. Et là, on a 2 exemples. C'est très difficile de prendre des photos de ce genre de truc parce que ça bouge tout le temps. L'iPhone, ça ne marche pas. Avec un appareil photo un peu plus performant, ça fonctionne. Dans le cas des marques et de l'identité visuelle, le choix du caractère permet d'apporter le signifiant à une marque. On le voit avec ce caractère-là, le caractère Futura, utilisé par Volkswagen depuis les années 20-30. Tout de suite, dès qu'on voit ce caractère, on imagine la marque en arrière-plan. Ça a été aussi le caractère de IKEA pendant quelques années.
Et pour les Allemands, la typographie et la couleur sont les éléments principaux, et ils sont d'accord sur le sujet, du branding ou de l'identité visuelle. Ça, c'est aussi une image intéressante. Ça vient d'une revue qui a disparu, qui s'appelait Font and Function. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un dans la salle? Ils n'ont pas le droit de parler. Donc je n'aurai pas de réponse. Font and Function, c'était une revue de chez Adobe dans les années 90 pour promouvoir la typographie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils composent le même texte avec des typos différentes. Et c'est étonnant que ces cartes de visite avec des typos différentes évoquent des univers totalement différents. Donc le fait que ce soit empattement, sans empattement, etc., va changer le message. Et c'est clair que les rois de France ont compris tout de suite en quoi l'identité visuelle avait de l'importance. L'identité visuelle, ce n'est pas un truc qui date de la révolution industrielle, c'est bien antérieur. Là, on a un livre qui a été imprimé pour Louis XIV à l'imprimerie royale, et il est composé dans un caractère unique, le romain du roi, que nous voyons ici, le romain du roi. Ce romain du roi, il est vraiment très spécial parce qu'il a un empattement à un endroit particulier, c'est au milieu du L. C'est vraiment bizarre d'avoir un empattement au milieu du L. On va dire que cet empattement au milieu du L, c'est un petit peu l'ADN qui est sur le caractère, c'est l'ADN de Louis XIV en quelque sorte, qui est sur le mot qui est écrit à la gloire de Louis XIV. Donc les rois aiment bien l'identité visuelle, ils ont de la typo, ils ont des logos, leurs initiales et tout un tas de choses, leurs armoiries, toute une gamme de couleurs, et ils marquent tout avec, hein, les carrosses, les chevaux, les livres, leurs femmes peut-être, les rideaux, enfin tout un tas de choses, l'argenterie, etc. Donc l'identité visuelle, ils l'appliquent, mais d'une façon radicale, hein, il y en a partout, sur le mobilier, etc. Donc l'identité, c'est quelque chose qui est très important, depuis déjà très longtemps. Il y a certains moments, la forme typographique peut être en relation avec le design en général. Ça, c'est intéressant, c'est un caractère qui a été dessiné dans les années 70 par Albert Botton pour Roger Talon. Roger Talon lançait un nouveau programme, la RATP lançait un nouveau programme de métro rapide, le RER, et pour exprimer cette modernité des années 70, qui fait un peu film de science-fiction des années 70, un caractère genre Helvetica à bourron, avant le vague rounded, donc une invention française, ce caractère à bourron, évoque tout en capitale, on est en France, tout en capitale, ce nouveau métro rapide. Et c'est intéressant, c'est que les formes de ce caractère à bourron est totalement en adéquation avec le design qu'il y a à l'intérieur de ces wagons, les rames, etc. Donc la typographie est designée comme le reste de l'objet qui exprime cette modernité. Ça fait partie, c'est la globalisation en quelque sorte de tous les éléments qui vont faire qu'on va se reconnaître dans un lieu particulier qui va évoquer quelque chose. Un Américain a lancé un blog qui s'appelle typeinthefuture.com. Son grand jeu, c'est d'aller analyser des films de science-fiction et de voir la typographie, comment ça fonctionne et tout. Et c'est fabuleux parce que quand on regarde la manière dont c'est fait, il prend des photos en détail, il zoome et après il essaie de définir quels sont les caractères employés. Mais on sent bien que dans ces films qui évoquent le futur, comme le RER évoque le futur, on a certaines formes qui évoquent ce futur-là. Comme on va trouver d'autres formes qui vont évoquer le passé sur ces films historiques, etc. Donc la typographie, comme les formes, sont évocatrices d'une ambiance particulière. Donc ce n'est pas juste des lettres, ce n'est pas juste des lettres qui aident à résoudre un problème technique ou un problème de lecture. Leur forme va évoquer une atmosphère particulière. Évidemment, belle citation. L'architecture, la civilisation, c'est des choses qui sont vraiment complètement liées les unes aux autres. La typographie en fait partie, même si la typographie, on ne l'étudie pas dès le plus jeune âge comme l'architecture. Un très beau paquet de Lego qui permet de faire la villa du Corbusier.
Évidemment, l'architecture, c'est un outil de réflexion. Il y a des bouquins sur le sujet, il y a des conférences sur l'architecture. Malgré que l'architecture soit un peu comme la typographie, toute proportion gardée, il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à l'architecture tous les jours sans savoir que tel bâtiment a été fait par telle personne. Ils l'utilisent parce que l'architecture a une fonction. On habite, on se promène, on va dans des musées, etc. etc. Mais l'architecture est sujet de thèmes, de réflexion, etc. C'est une matière noble en quelque sorte. La typographie l'est moins. Néanmoins, si on peut faire une comparaison entre ces choses-là, c'est que le design est pérenne, l'architecture est pérenne plutôt, pas le design forcément. La typographie est peut-être encore plus pérenne que l'architecture. Et parfois, le design ne l'est pas. Là, c'est intéressant de voir que la Villa du Corbusier avec du Futura, ça reste des objets qui paraissent contemporains aujourd'hui, plusieurs décennies après, alors que l'automobile ou les vêtements de la même période ne le paraissent pas. Si on replace ça dans des films historiques, vous tournez un nouveau Gatsby le Magnifique, qui est sorti il y a quelques années. Il faut que ça se passe dans les années 30. Vous imaginez mettre un bâtiment comme ça dans ce film, personne n'y croira. On dira, c'est quoi ce truc ? C'est pas possible de mettre ce bâtiment, il est trop contemporain, ou le Futura, on n'y croira pas, alors que ces dames avec ces plumes-là, ou ces bagnoles, wow, c'est trop bien, et mettre du rap avec Jay-Z, ça peut fonctionner également, mais on sait que c'est contemporain d'une façon claire. C'est fait exprès. Voilà. L'analogie, elle a été utilisée par Adrien Frutiger. Il me reste 3 minutes. Je n'ai pas terminé. L'analogie, elle a été utilisée par Frutiger pour vendre son caractère Frutiger dans les années 70. Et il faisait un rapport avec les automobiles. Alors, il montrait une automobile plutôt contemporaine à l'époque, la BX. Très belle forme, hein, Citroën. On sait qu'ils ont marqué l'histoire de l'automobile. Et c'est intéressant de voir que le Frutiger, le Futura nouveau et l'Helvetica sont beaucoup plus intemporels que les caractères, que les automobiles qui datent de la même période. Pérennité dans le temps. Pérennité dans le temps exprimée par Aldo Novares dans les années 70 pour expliquer ce que c'est que la typographie, le lien avec l'architecture. Les capitales romaines. Combien on a vu de capitales romaines pour tous ces films à gros budget à Hollywood. Le nombre de fois, aujourd'hui ils utilisent du Gotham, mais pendant très longtemps, le Trajan, c'est la référence du film à grand spectacle, etc. Et les films de science-fiction utilisent souvent l'Eurostyle de Novares, qui donne cette modernité des années 70. Donc forcément, un film de science-fiction marque son époque. Comme dit Yves Saint-Laurent, les mots passent, le style est éternel, la typographie est éternelle, contrairement à la mode. Dans certains cas, malgré tout, ça peut marquer une période. On l'avait avec l'Eurostyle, on l'a avec ce caractère, le Brasilia, dessiné par Albert Einstein au début des années 60. Effectivement, le nom se dit tout de suite, Oscar Niemeyer, la ville de Brasilia, les deux vont ensemble. Ça évoque une certaine vision du futur de l'époque, en quelque sorte. Le caractère synthétise la période, comme l'architecture va synthétiser la période. C'est peut-être encore trop tôt pour dire si c'est vraiment aussi pérenne que le Corbusier. Néanmoins, on sent dans les formes de la typographie, ça devient des objets abstraits, et il se passe cette même sensation d'une forme qui évoque quelque chose. Donc évidemment, les mots, contrairement à l'architecture, vont aider à faire passer un message encore plus fort. L'architecture reste un objet statique qui évoque juste la forme et le lieu et sa fonction, etc. Mais la typographie, il y a un élément en plus, c'est que la typographie, ce n'est pas un objet inerte. L'architecture n'est pas un objet inerte en soi, on l'utilise, mais le mot, la forme typographique n'est pas inerte parce qu'on écrit des choses avec. Et le fait d'écrire des choses avec multiplie l'effet de la typographie. La typographie est d'autant plus forte que les mots qui sont écrits avec cette typographie ou ces caractères vont affirmer encore plus la forme typographique. Et c'est l'interaction des deux qui va renforcer encore plus le message qu'on va essayer de transmettre. Albert Einstein, dont je parlais tout à l'heure, il a une très belle phrase à ce sujet, un petit peu comme les citations du début.
c'est l'art et la manière de rendre visible, lisible et intelligible le message. On parle de visualisation du mot. C'est très fort d'essayer de comprendre ce qui se passe entre le moment où vous imaginez un mot, vous l'écrivez à la main, vous le saisissez sur votre ordinateur, et hop, vous changez de caractère, et d'un seul coup, il va se passer un truc en plus. L'association de ces trois choses-là, il va se passer un truc en plus. Là, ce qui est intéressant avec un projet de ce type-là, c'est que, à nouveau, c'est une marque que tout le monde connaît, utilise, pour ceux qui boivent du café, ce qui n'est pas mon cas. Ça me permet d'avoir de la distance, peut-être, avec mon client, du recul. Le travail c'est une marque suisse, mais cette marque suisse, elle véhicule tout un univers qui est lié aux différents représentants de cette marque, Georges Clooney, etc., utilise les références et l'Italie, mais d'une façon super légère, forte en même temps, mais ce n'est pas le cœur de leur communication visuelle, en tout cas, un film, etc. On ne voit pas, ça ne se passe pas en Italie ni rien du tout, c'est juste les noms des produits. Donc on a à nouveau cette espèce de lien, et quand on va sur le site de Nespresso, il n'y a aucune référence à l'Italie. Il faut vraiment chercher. Hein. On parle d'innovation, on parle de goût, de plein de choses, on parle de Georges et encore d'autres, mais l'Italie, on n'en parle pas. Par contre, les mots sont omniprésents tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc la première chose à faire, c'est d'arriver à capter dans les formes typographiques italiennes ce qui va essayer de trouver la quintessence, la substance des formes typographiques de toute cette typographie italienne et de l'intégrer dans ce caractère particulier qui va être utilisé, qui est utilisé depuis le mois de novembre pour communiquer tout. Tous les messages, tous les packaging en remplacement du Frutiger qui est peut-être un petit peu froid, etc. Pourquoi ils font cette opération? Simplement parce qu'ils ont besoin de réaffirmer leur territoire. Ils ont perdu, ils n'ont pas perdu, mais les brevets se sont arrêtés. Donc la concurrence est beaucoup plus forte. Donc ils se doivent de marquer par l'identité. C'est la seule chose qui leur reste. Leur identité permet d'asseoir leur différence par rapport aux autres. Les premières utilisations. On a de la chance, c'est que le premier magasin, le magasin Drapeau, pour parler en français, se trouve aux Champs-Élysées. C'est la première utilisation. Et la deuxième, c'est celle-là. Donc la vraie star de ce film n'est pas Jean Dujardin, mais la typographie. Elle reste invisible, personne n'en a parlé, sauf moi. Tout le monde personne n'en a rien à foutre, à peu de choses près. Mais il y a deux stars françaises, la typographie, d'esprit italien, et Jean Dujardin, bien sûr. Mais ça montre bien que la typographie est invisible d'une certaine manière pour beaucoup de gens, même si elle influence l'acte d'achat, j'en sais rien, mais l'appropriation d'un univers particulier. Là, on est dans un autre exemple de ce problème-là, c'est que dans le cas d'Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent est une marque fabuleuse. Nous avons cette icône extraordinaire qui est plus qu'une marque. Ce simple personnage et l'évocation de son univers, tout de suite, on a toute une ambiance particulière qui apparaît. Alors que, étonnamment, dans le logotype, réellement, le style du logotype, c'est pas du tout ce monsieur à gauche, c'est celui qui est à droite, le laborieux, le graphiste, Cassandre. Donc, quand on voit le logo Yves Saint Laurent, fabuleux logo, on imagine tout de suite Yves Saint Laurent, alors qu'en fait, il s'agit de Cassandre. Et c'est étonnant, c'est que quand on voit la manière dont est construit le logo Yves Saint Laurent, il n'y a pas d'Yves Saint Laurent dedans. C'est réellement le travail de Cassandre. Parce que si vous comparez ces autres travaux de lettrage, on ne voit que Cassandre. C'est une évidence. Mais la forme typographique est associée à Yves Saint Laurent. Cette marque est tellement forte que pendant des années, ils se sont jamais posé la question de la typographie d'accompagnement de la marque. La marque étant si forte qu'il n'y a pas besoin. Le monogramme, etc. Donc ils ont toujours composé en Helvetica sans se poser de questions. Mais ils sont tombés dans le syndrome des marques de luxe. Ils ont eu des licences de Photoshop et puis ils se sont amusés un peu à faire des trucs avec un effet doré ou argenté, etc. Enfin, je ne sais même pas les mots de ces plugins.
Et la première question, quand ils sont venus me voir, ils ont dit « Comment on peut faire une typo effet or bombé, mais dans une fonte ?» C'est pas évident. Une fonte, c'est noir et blanc. Je dis c'est peut-être possible. Et à force de discussion, ils ont compris qu'on pouvait aller plus loin avec la typographie que de la faire dorée avec un effet volume. Donc là, on a évidemment, quand on fait un zoom sur une annonce presse d'il y a déjà quelques années, là, évidemment, on enlève le packaging avec le logo, on ne voit plus rien. Il n'y a pas la jeune femme allongée en train de nous sourire, photoshopée. Et il n'y a que la typographie. On se dit, mais il y a un problème. Il y a Acrobat qui n'a pas fonctionné. La typo a été remplacée. On ne voit pas la marque. Le rouge pure couture, on ne voit pas la marque. On ne voit que de l'Helvetica. Alors que dès qu'on change la typo fait référence au logo d'une façon un peu subtile, mais on retrouve des petites choses. Et là, l'air de rien, on se retrouve à nouveau dans le territoire de la marque. Et après, dans d'autres usages, qui ne sont pas exactement la déclinaison de la typo, ça leur en fait par Cassandre, qui sont une synthèse, parce qu'évidemment, on est dans un secteur où il y a des référents, des espèces d'archétypes. Le Futura est un archétype du cosmétique, de la mode, comme le Dido et le Bodoni pour les magazines féminins. Donc forcément, on retrouve aussi un peu du Futura dans ce caractère-là, ce qui fait que le caractère est compris comme étant un caractère utilisé dans le cosmétique. Un autre projet lié à l'histoire. C'est intéressant, chez Vuitton, j'ai du mal à couper les images pour me tenir dans mes 25 minutes, mais j'ai l'impression que Vuitton, c'est un des grands designers français. Pas parce que aujourd'hui, c'est une marque internationale, un marketing extraordinaire, des bâtiments dessinés par les plus grands architectes, mais parce que la famille, dès le départ, elle a un lien avec le design avant que le mot design existe à nouveau. C'est une famille, c'est des gens qui font simplement des mâles, mais très vite, c'est réellement les fondateurs de la marque qui vont dessiner la toile monogramme. C'est les fondateurs de la marque qui sont excellents calligraphes. Une facture écrite la main de Georges Vuitton. Georges Vuitton, il sait faire des trames, il dépose sa toile Vuitton, il est collectionneur de livres, il est bibliophile, il fait du papier à la cuve, vous voyez, des papiers pour mettre à l'intérieur, il fait de la reliure. Donc il est designer complet, il fait des mâles, il fait des magasins, il dessine de la typo, il fait des marques, des logos, tout un tas de trucs. Et ce gars-là, ce qui est encore plus extraordinaire, des choses que uniquement les graphistes collectionnent, il collectionne, enfin ses petits-enfants, etc., collectionne les étiquettes, il n'y a plus ça, d'hôtels. Il y a un bouquin qui est sorti il y a quelques années sur le sujet, une collection d'étiquettes d'hôtels, vous savez, qu'on met sur les baillages, toutes plus sublimes les unes que les autres, et ces étiquettes de baillage, on aura un Tumblr de graphiste, lui il le fait. Mais on n'imagine pas les patrons de LVMH avoir un Tumblr avec leurs étiquettes d'hôtel. Enfin, ça paraît un peu... Pourquoi pas? Peut-être qu'un jour ça sera publié à sa mort. Je ne sais pas. J'espère en tout cas qu'il doit avoir des passions de ce type-là. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Vuitton, c'est que ces gens qui sont réellement des designers, des fondateurs de cette marque-là, ont une appétence pour la typographie. Et en allant dans les archives, on arrive à retrouver tout un tas d'ambiances typographiques. Mon rôle a été de fixer ces ambiances typographiques en fonction des périodes, et après recréer des nouveaux caractères, là l'original, et là apparaît les nouveaux caractères composés comme à l'époque, mais avec des fonctions pentype, etc., qui reproduisent à peu de choses près l'ambiance de l'époque, mais avec des caractères numériques. Ces caractères numériques servent à composer des entêtes de lettres sur mesure chez Vuitton. Évidemment, ça c'est une première présentation. Le fait d'associer aux mots, si on montre juste un abécédaire d'anglaise et tout, un abécédaire art déco, personne ne va voir, il dit ouais, bon, ok, c'est une anglaise, ça évoque rien. Par contre, si on écrit Arlette Laguille, ça évoque quelque chose. Mais ça évoque d'une façon un peu... vous voyez, c'est un petit jeu. Mais à chaque fois, si on voit Sofia Coppola composée dans ce caractère un peu art déco, on a l'ambiance de New York, on voit Sofia Coppola, le mot, la typographie ensemble renforcent et permettent de faire comprendre à des clients chez Vuitton la force de la typographie, dire « Ah oui, c'est vraiment la typo qui va avec, elle évoque quelque chose ».
Parce que la typo toute seule, c'est un objet abstrait, elle ne veut rien dire. Mais associée à un mot, elle renforce. Louis de Funès, on y est, Georges Clooney, etc. Les adresses ne sont pas forcément les bonnes. Hein. C'est les adresses des... J'ai cherché sur Internet, mais on n'a pas trouvé réellement. Là, un projet fabuleux parce qu'on utilise des vieilles techniques. Ça, c'est la force de Vuitton, c'est qu'il utilise des vieilles techniques, un savoir-faire, mais avec les derniers outils marketing, numérique et autres. Donc, on imprime, c'est de la gravure sur cuivre, c'est du PDF, c'est des fontes OpenType, c'est des commandes faites via Internet ou avec des outils dans des magasins informatiques, des PDF qui sont créés. Les PDF, on fabrique des plaques qui sont un peu gravées à la main pour retenir l'encre. Et après, c'est imprimé en timbrage, comme ces cartes pour des grandes familles françaises, etc., d'il y a 50 ans, mais avec l'outil numérique derrière, dans la production, dans la diffusion, etc. Ça, c'est toute la gamme de caractères. L'impression, on voit évidemment rien à l'écran, ce n'est pas fait pour. Ce qui est fabuleux avec le timbrage, la technique d'impression, c'est que c'est meilleur que l'offset. On arrive à des finesses qu'une imprimante laser en 1200 dpi et plus ne peut pas obtenir. Peut-être un écran Retina, mais il y a quelque chose de particulier. Unique et spécial. Donc la famille de caractères, on va passer au suivant. Le dernier projet, à nouveau pour essayer de faire comprendre comment la forme du caractère est évocatrice de quelque chose de particulier. On est sur le même schéma, je répète à peu près toujours la même chose. La forme du caractère, on essaye de retrouver dans la forme du caractère l'ambiance. Là, c'est un caractère pour un magazine à Madrid. La difficulté de ce projet, c'est que c'est un magazine qui est un city magazine qui est composé en espagnol et en anglais, qui s'adresse à des étrangers et aussi à des madrilènes. Arriver à faire un caractère qui donne l'ambiance hispanique sans être caricatural. On connaît la caricature, Disney c'en est une. On affirme peut-être d'une façon trop forte une ambiance particulière. Là, il s'agit de sentir l'ambiance, mais pas trop marquée en même temps, ce qui fait que le lecteur quotidien, il va s'y retrouver, mais l'étranger dans un grand hôtel va également retrouver cette texture qui donne cette ambiance si particulière. Ce caractère a été dessiné d'abord en 2007 dans une seule version avec plein de variantes. Et par la suite, on a sorti une nouvelle série qui est dessinée corps par corps, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de corps qui sont diffusés. Là, ils sont composés à la même taille, du 16 points, du 24, du 38. Vous voyez que le délié change. Alors quand on les met à la même taille, on voit la différence. On est à l'écran, ce n'est pas forcément évident. L'écran est plutôt de bonne qualité. Et là, le délié, composé à des corps différents, est identique. Ce qui fait qu'on essaye de retrouver les qualités de l'impression ancestrale, où chaque corps était dessiné d'une façon particulière. Ajouter à ça tout un tas de fonctions typographiques qui permettent de donner une ambiance vraiment spécifique à chaque mot, comme s'il était dessiné pratiquement pour chaque page. Évidemment, les mots, comme j'explique depuis tout à l'heure, c'est le centre, le passage... C'est le passage de la pensée à ce qu'on essaye de communiquer aux autres. Et c'est notre travail en tant que créateur de caractères d'essayer de donner, de poser sur ces formes typographiques l'ambiance qui va permettre aux designers, aux utilisateurs d'exprimer, de renforcer le message qu'ils essayent de faire passer dans des marques, dans tout document qui doit être imprimé ou à l'écran, en tout cas communiqué aux autres. On arrive à un passage particulier, c'est comme en identité visuelle dans les années 60. L'identité visuelle s'est séparée de la publicité, c'est devenu un secteur à part entière. On a compris que les deux choses étaient différentes, ça a mis du temps, ce n'est pas encore terminé. Dans les médias, on parle du logo de telle société qui a coûté tant d'argent. On oublie souvent qu'il y a les coûts liés à l'achat d'espace, au design, au magasin, enfin tout un tas de choses qui n'est pas juste le logo coûte. Oh, cette lettre-là a été... si j'étais payé aussi, je ne serais pas là ce soir, je serais aux Bahamas. Donc ce n'est pas le logo qui coûte, ce n'est pas le dessin du logo, c'est l'ensemble de la chose. Mais avec l'identité visuelle qui devient autre chose qu'un logo, on s'aperçoit que la couleur, l'ambiance, le design sonore, la forme typographique sont des éléments, sont des ingrédients pour les marques qui vont aider à camper en quelque sorte leurs différences par rapport aux autres.
Et de fait, le design du caractère typographique devient d'une certaine façon un secteur qui est en train d'émerger en parallèle de l'identité visuelle, du design sonore, etc., des choses qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans. Merci. Merci Jean-François.